Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao Dao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, certains de vos détracteurs vous ramènent régulièrement une phrase, et cette phrase remonte aux premiers instants de votre prise de pouvoir, quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes, et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'était un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, c'est très important. Dans quelques mois, bien quelques années, on aura ici, nos militaires vont utiliser des armes made in Burkina. Bien sûr. Nous avons la capacité intellectuelle. Il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher et voilà, nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner.
qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûr, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Monsieur le Président, justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes et il faut aussi des hommes. Et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine, les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsque nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis, les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez, est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider, ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont, donc ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question 10 ans après, qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. Mais c'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendant, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme, elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple. Ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Mais si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent mieux. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut, l'école supérieure militaire, pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Et retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes. Ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces battants qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça, c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez
Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutus. Vous avez tout à l'heure énuméré un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes rassurés. J'insiste parce qu'il y a l'histoire aussi. C'est l'histoire qui nous conduit. Ces forces impérialistes, elles sont réelles. En 1961, elles ont eu la peau de Patrice Lumumba en RDC. En 1972, elles ont eu la peau de Kwame Nkrumah d'une autre manière. Et puis en 1987, elles ont eu la peau de Thomas Sankara, toujours avec des ennemis internes et parfois avec la complicité de certains voisins. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président, le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de rester en vie pour continuer le combat. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez rassurer toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes d'ici et d'ailleurs qui commencent à espérer que vous allez rester en vie? Ils manipulent toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que je suis chef d'État et voilà, je confie la sécurité juste à des gens. Non, tout le monde participe, moi-même je participe. Et c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tout le peuple. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes de tenue et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout un ensemble. C'est aussi des comportements, des manières de vivre. Il faut éviter beaucoup de choses que peut-être des erreurs ont été commises dans le passé. Nous avons lu beaucoup sur tous ceux dont l'impérialisme a eu la peau et nous avons appris beaucoup de leçons. Voilà pourquoi on dit on ne laissera pas les choses se répéter. On anticipera, quitte à ce que les gens interprètent comme ils veulent, on va anticiper. Mais parce que nous avons compris le message, l'espoir qu'il y a, on fera tout pour anticiper toujours les actions de l'impérialisme. Monsieur le Président, du regard de la journaliste que je suis, je me dis qu'il y a un encerclement des pays de l'AES. Quand je regarde un peu en Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire à Odiéné, près du Mali et du Burkina. Le Sénégal installe des unités à la frontière avec le Mali, sans oublier également le Bénin qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, Monsieur le Président, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est une logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Vous voyez, l'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois aux couleurs, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Même dernièrement, je pense qu'il y a dans une interview un général américain qui l'a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi j'ai dit on se bat en burkinabé et on se forme en burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former vos soldats. On vous prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'allez pas imaginer. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les birs sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi nous on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former? Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi. Nous sommes dotés de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées, ils trahissent toujours. Ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ça, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien, on fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout. Donc on fait avec. Tout récemment, la CEDEAO a tenu un forum des chefs d'état-major général des armées d'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso n'y étaient pas, mais le Niger si. On sent un manque de solidarité, vous qui êtes au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non.
On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Donc, le Niger peut participer à des rencontres. La confédération, on ne se ferme pas. On fait des ouvertures, on côtoie tout le monde. Nous sommes très panafricanistes. On est vraiment ouverts à l'intégration, à tout ce qu'il y a, mais avec des principes. Alors, exceptionnellement, comme il s'agit de défense et de sécurité, on vous laisse une dernière question. Merci Sagnon, mais la question que je vais poser, pardonnez-moi, ne fait pas partie de la défense ni de la sécurité, mais de vos relations avec nous, les médias. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un problème particulier avec les médias, donc avec nous, les journalistes? Je dis cela parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un malentendu. Je parle des médias nationaux, pas des médias internationaux dont certains sont tombés dans la poubelle depuis un certain moment. C'est un fait. Et pas des médias nationaux. On a l'impression qu'il y a eu un malentendu au début et il y a quelque chose, un brouillard comme ça qui est là. Comment vous analysez la situation, Monsieur le Président? Vous savez que je ne suis pas hypocrite. Il y a eu un malentendu. Il y a eu un brouillard au début. Mais aujourd'hui, je dois dire que je félicite beaucoup de médias pour leur travail professionnel. Il faut éviter de suivre le travail de l'impérialisme. Certes, beaucoup parmi vous ont été formés par eux. C'est ça, vous avez été à l'école du blanc, comme on aime le dire. C'est eux qui vous ont formé au journalisme. Donc moi, je ne vous en veux pas souvent quand les gens... Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus à la presse nationale et internationale. Ce soir, nous allons donc avoir l'opportunité d'interviewer le chef de l'État sur sa vision, les trajectoires de la révolution progressiste populaire, les actions posées au quotidien pour la souveraineté, la liberté et le développement du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici au Palais de Koulouba à Ouagadougou donc pour cette grande interview. Alors, chers téléspectateurs, le format de cet entretien est particulier. Au total, 10 journalistes vont se succéder par vague de 2 pour poser leurs questions au chef de l'État. 5 domaines sont concernés par les échanges. Il s'agit de la sécurité et de la défense, de politique et société, de la diplomatie et de l'AES, de l'économie et du développement, et enfin donc de la géopolitique régionale et internationale. Chaque pool donc de journalistes aura entre 15 et 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État. Mon rôle ce soir est celui de modérateur chargé de la police des débats. Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao Dao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, certains de nos détracteurs vous ramènent régulièrement une phrase, et cette phrase remonte aux premiers instants de votre prise de pouvoir, quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes, et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici.
que ce soit les forces françaises, les forces américaines. Et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Mais il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de les doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'était un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, c'est très important. Dans quelques mois, bien quelques années, on aura ici, nos militaires vont utiliser des armes made in Burkina. Bien sûr. Nous avons la capacité intellectuelle. Il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher. Et voilà, nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Monsieur le Président, justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes et il faut aussi des hommes, et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine. Les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsque nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis, les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez, est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider, ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jaugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra,
on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont, donc ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question 10 ans après, qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme, elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple. Ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Mais si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent mieux. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut, l'École supérieure militaire, pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes. Ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces bataillons qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça, c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu. Vous avez tout à l'heure énuméré un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes rassurés. J'insiste parce qu'il y a l'histoire aussi. C'est l'histoire qui nous conduit. Ces forces impérialistes, elles sont réelles. En 1961, elles ont eu la peau de Patrice Lumumba en RDC. En 1972, elles ont eu la peau de Kwame Nkrumah d'une autre manière. Et puis en 1987, elles ont eu la peau de Thomas Sankara, toujours avec des ennemis internes et parfois avec la complicité de certains voisins. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président, le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de rester en vie pour continuer le combat. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez rassurer toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes d'ici et d'ailleurs qui commencent à espérer que vous allez rester en vie? Ils manipulent toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que je suis chef d'État et voilà, je confie la sécurité juste à des gens. Non, tout le monde participe, moi-même je participe. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tout le peuple. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes de tenue et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout un ensemble. C'est aussi des comportements, des manières de vivre. Il faut éviter beaucoup de choses que peut-être des erreurs ont été commises dans le passé. Et nous avons lu beaucoup sur tous ceux dont l'impérialisme a eu la peau et nous avons appris beaucoup de leçons. Voilà pourquoi on dit, on ne laissera pas les choses se répéter. On anticipera. Quitte à ce que les gens interprètent comme ils veulent, on va anticiper. Mais parce que nous avons compris le message, l'espoir qu'il y a, on fera tout pour anticiper toujours les actions de l'impérialisme. Alors,
Monsieur le Président, du regard de la journaliste que je suis, je me dis qu'il y a un encerclement des pays de l'AES. Quand je regarde un peu en Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire à Odiéné, près du Mali et du Burkina. Le Sénégal installe des unités à la frontière avec le Mali, sans oublier également le Bénin qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, Monsieur le Président, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Vous voyez, l'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois aux couleurs, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Même dernièrement, je pense qu'il y a dans une interview un général américain qui l'a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi j'ai dit on se bat en burkinabé et on se forme en burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former vos soldats. On vous prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'allez pas imaginer. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les birs sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi nous on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former? Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi. Nous sommes dotés de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées, ils trahissent toujours. Ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ça, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien, on fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout. Donc on fait avec. Tout récemment, la CEDEAO a tenu un forum des chefs d'état-major général des armées d'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso n'y étaient pas, mais le Niger, si. On sent un manque de solidarité, vous qui êtes au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non. On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Donc, le Niger peut participer à des rencontres. La confédération, on ne se ferme pas. On fait des ouvertures, on côtoie tout le monde. Nous sommes très panafricanistes. On est vraiment ouvert à l'intégration à tout ce qu'il y a, mais avec des principes. Alors, exceptionnellement, comme il s'agit de défense et de sécurité, on vous laisse une dernière question. Merci Sagnon, mais la question que je vais poser, pardonnez-moi, ne fait pas partie de la défense ni de la sécurité, mais de vos relations avec nous, les médias. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un problème particulier avec les médias, donc avec nous, les journalistes? Je dis cela parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un malentendu. Je parle des médias nationaux, pas des médias internationaux, dont certains sont tombés dans la poubelle depuis un certain moment. C'est un fait. Il n'y a pas des médias nationaux. On a l'impression qu'il y a eu un malentendu au début, et il y a quelque chose, un brouillard comme ça qui est là. Comment vous analysez la situation, Monsieur le Président? Vous savez que je ne suis pas hypocrite. Il y a eu un malentendu. Il y a eu un brouillard au début. Mais aujourd'hui, je dois dire que je félicite beaucoup de médias pour leur travail professionnel. Il faut éviter de suivre le travail de l'impérialisme. Certes, beaucoup parmi vous ont été formés par eux. Hein. C'est ça, vous avez été à l'école du blanc, comme on aime le dire. C'est eux qui vous ont formé au journalisme. Donc moi, je ne vous en veux pas souvent quand les gens essaient de se comporter comme eux. Mais je parle pour que les gens prennent conscience qu'il s'agit de notre patrie. Regardez ce matin, par exemple, lisez les titres des journaux en France. Ils vous diront peut-être qu'il y a une mobilisation pour mettre la pression sur le Premier ministre. Ils ne vous diront pas qu'il y a eu une marche contre le pouvoir ou quelque chose. Mais si c'était au Burkina,
vous direz qu'il y a une marche contre le pouvoir. Vous comprenez? Les Français nous appelaient, ils continuent de nous appeler putschistes, juntes et quoi. C'est du français. Mais les journalistes nous appelaient aussi putschistes, juntes ici. Pourquoi suivre les yeux fermés? C'est de l'esclavage toujours. Moi, je veux qu'on quitte cela. Chaque État doit se battre pour ses intérêts. Les journalistes se battent pour leurs intérêts. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour nos intérêts en Afrique? Donc c'est ça, ce n'est pas uniquement les journalistes. J'en vu à certains intellectuels qui sont sur des plateaux télé en Afrique aussi. Quand ils prennent la parole, vous posez des questions, mais est-ce qu'il est africain? Ou bien génétiquement, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas avec nous. C'est une réalité. Un retard. Oui, il faut se décoloniser les mentalités, les manières de faire. Chacun doit se battre pour sa patrie. Vous pouvez avoir une information qui est peut-être vraie et juste, mais vous décidez de ne pas sortir l'information. Parce que ça peut porter préjudice à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion, et ainsi de suite. Ça, c'est une décision souveraine, parce que vous voulez préserver votre pays. Mais on ne dit pas seulement dès qu'il y a une information, il faut la sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Et très souvent, les journalistes, comme on aime le dire, le train qui vient à l'heure, ça ne les intéresse pas. C'est le train qui est en retard. Vous le savez, Monsieur le Président, donc vous nous comprenez de temps en temps. Ah oui, mais il faut éviter ça. Moi, je veux maintenant que vous vous intéressez au train qui vient à l'heure. D'accord. Je voudrais vous laisser avec une phrase qui est la devise d'un grand club européen. C'est celle-là: notre maillot peut être tacheté de sang, de boue et de sueur, mais jamais de honte. C'est tout ce que je vous souhaite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci grandement. Nous abordons donc le volet politique et société de cet entretien et nous recevons pour cela Mathieu Somda de Radio Burkina et Colette Kombari de la télévision Impact TV. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez également de 20 minutes. Bonsoir, M. Sayon. Monsieur le Président, malgré la crise sécuritaire et la conjoncture internationale, l'économie burkinabé se porte bien, avec 1,5 de progrès sur le taux de croissance économique en 2024. On sait que l'amélioration de la situation sécuritaire y est pour beaucoup, mais aussi l'agriculture et le secteur des services. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement dans l'immédiat pour permettre à l'économie nationale de continuer sur cette lancée? D'accord, merci. Je vois que ce sont des chiffres macroéconomiques. Et nous sommes au courant et on fait le point constamment avec le ministre des Finances. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire. Et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits. Donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle, et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit, ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle, c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il l'exploite, 10% au gouvernement et le reste, c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10%, on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante. Donc tout ça contribue donc à la croissance économique, vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole. Beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées. Et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres, il dit, bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, ce qu'on appelle un empammoré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil, et va aussi dans tel... je prends les informations, si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population. C'est ça qui est le plus important. Donc ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Donc on continuera cette progression s'il plaît à Dieu. Monsieur le Président, si la volonté c'est de soulager davantage le panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, peut-être faut regarder du côté de la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, que vous avez trouvé déficitaire en fin 2022
et qui est aujourd'hui pratiquement surliquide, parce que c'est la championne des sociétés d'État. C'est la moitié des bénéfices de 2024 réalisés par les sociétés d'État. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant diminuer le prix du carburant? D'accord, merci. Je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est très bien, on a fait des progrès, mais quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre au profit donc des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier? Déjà, ce qui est existant est dégradé, même la RN1. Si vous quittez ici jusqu'à surtout la zone de Kokologo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONABI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONABI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Et il y a aussi une question de, je ne dirais pas de comparaison. Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on fera beaucoup de marge. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Mais on garde toujours comme ça parce qu'on veut aller vite. Aujourd'hui, vraiment, il faut remercier le peuple et les amis du Burkina Faso. Beaucoup de gens contribuent par exemple la façon mais bon, pour embellir les villes, pour faire les routes et tout ça. Mais à un moment donné, le gouvernement aussi, d'abord a commencé par financer, mais on va devoir financer pour que le rythme continue. Donc c'est une symbiose entre nous et le peuple. Et je pense que s'ils comprennent l'effort qu'on fait, là où leur argent part, les gens doivent comprendre que bon, on peut rester sur cette ligne. Quand on atteindra un objectif donné, on va pouvoir baisser, ça c'est logique. Personne ne va être riche et vouloir que ses enfants vivent dans la misère, si je peux dire ainsi. Donc les richesses seront partagées, mais nous avons du retard et on doit rattraper le retard. Tout de suite, par exemple, je vous disais qu'on ne peut pas continuer à payer l'équipement militaire, il faut qu'on produise. Et pour produire, vous avez besoin de construire des usines. Vous n'irez pas quelque part demander un prêt pour construire une usine de ce genre. Non, personne ne va vous donner ça. Même les équipements qui constituent même l'usine, personne même ne veut vous vendre. Donc ça, c'est à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse, quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes, on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi, j'équipais tout le Burkina Faso en 2023. Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Et donc ça a besoin d'un minimum de sacrifices. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on se sentira que voilà, on peut le faire, on va le faire. Alors, Excellence, dans le secteur des infrastructures, avec l'ONBA, Faso Mebo, tout comme dans les industries avec Faso Kosam, les usines de tomates, la SM Sosico, les mines, l'État est de plus en plus présent. Est-ce que l'État n'est pas en train de se substituer au privé? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, il faut faire un choix. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, il ne faut pas voir ça comme ça. Le privé a toujours des domaines d'activité. Mais il faut avoir cette capacité de s'adapter. Il y a des choses qui doivent revenir à l'État. Mais c'était donné au privé, pourquoi? Bon, nous, on n'a pas d'élection à financer, on n'a pas de compte à ouvrir ailleurs pour sécuriser quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Donc ça fait que nos rapports avec le privé sont de plus en plus sains. Chacun fait ce qu'il doit faire, paye ses impôts qu'il doit payer. Et nous les disons chaque fois de s'adapter. Quand on prend le secteur minier, moi j'ai rassemblé les opérateurs, je les ai dit, investissez dans les mines. Beaucoup n'ont pas compris. Il y a un en tout cas qui a commencé à investir. Et je pense que dernièrement, je l'ai réussi à lui dire que moi je l'ai ouvert les yeux, qu'il ne savait pas qu'il y avait l'argent là-bas. Pour lui, c'est l'import-export. Il dit l'import-export, vous ne faites que sortir nos devises. Et le peuple ne travaille pas. Ça, c'est un exemple. Donc, il est en train de se muter un peu. Moi, le ministre de l'Agriculture, vous vous souvenez, il a fait des sessions à Bobo, il a rassemblé les opérateurs économiques quand on voulait lancer les bagrés pôles et tout ça, la relance de l'activité, l'offensive. Mais je peux vous dire aujourd'hui, personne n'a investi.
J'ai dit d'accord, j'ai fait faire le point de bilan de l'offensive, puisque nous sommes en 2025, au ministre, et la part que le privé devait prendre pour investir dans nos pôles de croissance, je lui ai demandé quels sont les privés qui ont pu investir dans la terre et tout ça. Il dit personne. C'est ceux qui étaient déjà dedans, les producteurs de semences, ces trucs qu'on a d'ailleurs encouragé, les coopératives, c'est eux qui ont continué. Mais les grands opérateurs, je lui ai dit, oui, il ne faut personne. Il dit d'accord, très bien. Ne soyez pas surpris que demain je dise, personne ne prendra de l'argent pour amener à l'extérieur pour payer du riz venir. Vous investissez pour cultiver le riz. Il faut savoir muter. Il faut savoir s'adapter à l'idéologie de ceux qui dirigent. Donc le secteur privé aura toujours quelque chose à faire. Mais il faut s'adapter au contexte. Parce que si on laisse tout aux mains du privé, il n'y aura pas de pays. C'est ce qui était déjà là. Quand on prend le CCVA, lequel d'entre vous n'a pas de véhicule qu'on contrôle? Vous osez prendre votre véhicule, rouler sans visite contrôle technique? La police va vous arrêter. La police, c'est qui? C'est le peuple qui paye, c'est ceux qui sont mandatés pour faire cette police par le peuple. Si la police doit contrôler des véhicules pour vous obliger à prendre la visite technique, et cette structure appartient à une privée, a été privatisée. De l'argent, je dirais gratuit, privatisé. Vous trouvez ça normal? La Sociéco, c'était privatisé. Beaucoup de sociétés sont privatisées. Mais ça peut faire rentrer de l'argent pour l'État et que l'État doit travailler pour tout le monde. Si vous privatisez tout, on fait quoi? L'État gagne l'argent où? On ne veut pas construire notre pays? On veut rester comme ça, dans ce qu'on connaît là? Nous, on veut construire. On veut produire, on veut que tout le monde vive bien et en paix. On veut voir nos enfants dans d'autres types d'écoles. On veut que notre pays se développe. Et pour ça, l'État doit être responsable et prendre ses responsabilités dans certains domaines. Même le secteur des mines, on est en train de racheter. Il y a les deux premiers mines qu'on a décidé de racheter, ce n'est pas qu'on a retiré, on a racheté. Et vous avez suivi, c'est près de 100 milliards. Mais c'est l'État qui a payé pour racheter ces mines. Et c'est nous exploitons maintenant. Et on fera comme ça. Même les parts que je dis qu'on va prendre, on va racheter des parts. Il faut que l'État soit fort. Si l'État n'est pas fort, vous n'avez pas de pays. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le capitalisme ne peut qu'être sauvage. Si vous laissez le capitalisme se développer à un certain niveau, finalement, vous allez vous perdre. Vous, si vous faites une industrie tout de suite pour fabriquer je ne sais pas quoi, vous voulez faire du profit. Au début, vous pouvez mettre une usine qui emploie peut-être 500 personnes. Et au fur et à mesure, vous robotisez. Finalement, votre usine, vous n'avez que 10 personnes devant un ordinateur qui travaille. Les 490 sont au chômage. Nous, on est contre ce système. On régule aussi. Certes, digitalisé, mais une certaine robotisation, on est contre. Donc, on a une idéologie qu'on va dérouler au fur et à mesure, mais il faut que les gens s'adaptent à l'idéologie. C'est pour le bien-être de tout le monde. Sinon, on va se retrouver dans des situations très inconfortables. Voilà. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que vous attaquez à l'économie de marché, qui est enseignée aujourd'hui en sciences économiques et avec lequel les jeunes économistes grandissent? Parce qu'aujourd'hui, l'État vend du yaourt à travers Faso Kosam. Vous avez annoncé les Fasoyards. On se demande quand vous allez ouvrir les premières boutiques. Tout ça, vous prenez progressivement la place du privé. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'abord, j'ai dit au ministre de l'enseignement supérieur de me changer. D'abord, la carte universitaire a changé, mais les curricula de changer tout. Pourquoi on doit forcément apprendre leur manière de faire l'économie? On n'est pas en mesure de créer. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu, encore, comme j'aime le dire, créer, asseoir des gens, créer l'école? Ce sont des gens qui ont inventé, qui ont créé des concepts et qui ont créé l'école. Ce sont les êtres humains qui ont créé l'école. Donc, qui ont mis des programmes, ainsi de suite. Le programme aux États-Unis est différent du programme en France, différent du programme en Angleterre, ainsi de suite. Chacun a sa manière d'enseigner sa population pour atteindre le niveau qu'on souhaite. Donc, nous aussi, on va créer notre modèle. Justement, c'est ce qui nous met en retard. Malheureusement, notre modèle d'école n'est pas bien. On a pris pour les autres, adapté, et finalement, on forme quoi? Ok, on forme beaucoup d'économistes dans ce concept. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ok, nous, on est en train de changer de système. Est-ce qu'on fait des progrès ou pas? C'est là la question. C'est toute la question. Il a parlé de l'ONBA, des trucs. Il y a des barrages qui étaient endommagés depuis des décennies, ensablés ou quoi. Cette saison, l'eau est dedans. C'est par notre système qu'on est arrivé à remettre en œuvre ces barrages-là. Les populations vont produire, pendant la saison pluvieuse, vont produire toute l'année et ils sont bien contents. Et ils ont de l'eau potable aussi, à travers l'ONEA,
par ces barrages-là pour boire. Et on va continuer comme ça. Est-ce qu'on fait ça ou bien on s'assoit, on dit non, tout doit être pour le privé? Et d'abord, cette question du privé, il y a des gens qui avaient une mentalité rétrograde, encore politicienne. Et nous avons dit aux gens de changer. Vous avez bien suivi, il est sorti de certains ministres. Ok, on vous donne un chantier, vous prenez l'avance de démarrage et tout, et vous faites ce que vous voulez. On vous donne un chantier de bas-fond. Dans le contrat, vous devez finir en mai pour que les paysans puissent accéder au bas-fond et puis cultiver. Vous prenez votre avance et vous baladez, vous faites ce que vous voulez. En avril, on passe, on regarde, vous n'avez rien fait. Vous dites non, 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 vous partez à votre rythme, c'est comme ça. On vous contraint, vous finissez le bas-fond. Il y en a qui travaillent, il y en a même qui travaillent de nuit jusqu'à aujourd'hui pour atteindre les objectifs. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais c'est une mentalité. Et tant que le privé aura cette mentalité, ça ne va pas marcher. Moi, je vous ai dit qu'on a près de 1000 ans de retard même. Il faut rattraper. On est dans les années 1000, à la rigueur 1800. Il faut rattraper le retard, mais on ne peut pas continuer avec cette mentalité. Donc, on invite les gens à changer et à s'adapter. Vous parlez des yaourts, par exemple. Est-ce que le marché est saturé? Non. On importe. J'aimerais voir les privés rentrer dans le yaourt. Pourquoi on n'importe plus? Nous avons pris des textes pour dire que lorsque quelque chose se produit au Burkina Faso, pour pouvoir importer, il vous faut une autorisation spéciale d'importer. Ce qui stipule que vous devez payer ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il y a le manque maintenant, on vous autorise à importer. Voilà pourquoi les gens sont en train, vous voyez que beaucoup de privés sont en train d'ouvrir des usines et tout ça. Et si on ne passait pas par cette méthode, comment on va faire? Il y a le grand moulin du Faso qui est là. Bon, il faudra qu'on est en train de restructurer tout ça. Mais parallèlement à ça, on a obligé les grands importateurs à ouvrir des moulins. Moi-même, j'ai été inauguré la dernière fois de l'autre côté. C'est l'un des plus grands importateurs. Quand on a dit on va suspendre l'importation, mais il n'était pas content, il a tout ici. On a dit c'est ce qu'on va faire. Soit vous adaptez, ou bien l'État va prendre en compte. Mais ils le font. Mais est-ce qu'on arrive à satisfaire? Il y a la place. On a de la population, on a un marché immense, au Burkina et en Afrique. Mais les gens n'ont qu'à s'adapter, produire. Donc il y aura toujours de la place. Ne pensez pas que forcément on a pris la place du privé, non. Il y a la place. Vous allez ouvrir les façonnières? Si, c'est nécessaire pour réguler. Parce qu'il y a cette mentalité de toujours entraîner la spéculation de certaines personnes. Non, c'est dangereux. Dernièrement, vous avez suivi le cas des motos. Malheureusement, c'est quand il y a eu la situation, on s'est rendu compte que ce n'était même pas un marché régulier. Donc rapidement, on a dû voir comment on peut réguler ce marché pour que l'importation soit suivie. Comment quelqu'un part importer des motos et il vous dit qu'il n'a pas de facture d'achat? Puisque le ministère a besoin de la facture d'achat pour voir tout ce que vous avez payé comme douane et quoi, et vous fixez une marge à ne pas dépasser. Mais il dit qu'il n'a pas de facture. Donc il part payer, il vient, il fixe le prix qu'il veut et il revend aux populations. Donc lui, il s'enrichit. Et les autres s'appauvrissent. Et généralement, quand les gens s'enrichissent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils buvaient la braquina ici, ils ne boivent plus la braquina, c'est le champagne qu'ils cherchent. C'est l'argent qui sort. S'ils roulaient sur peut-être, je dirais, une petite cylindrée, ils cherchent maintenant une V8. Le carburant qui est subventionné par l'État, c'est ça, c'est l'argent qui sort. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas laisser sortir des devises. Vous dites que vous voulez la monnaie et vous voulez continuer pour qu'on se comporte comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi l'État est en train de reprendre le contrôle. Si demain, les gens s'entendent, on nous a fait des chantages. Hein. Quand on a essayé de régler un peu à la douane, il y en a qui nous ont dit que si on fait comme ça, il y aura pénurie de riz. J'ai dit, ok, faites la pénurie de riz, vous verrez ce que nous va faire. Et si demain, des gens veulent s'entendre pour faire pénurie de riz, c'est nécessaire que l'État prenne en compte l'importation de riz. On est prêt à tout. Il faut que les gens changent de mentalité, allez doucement, cherchez votre intérêt aussi petit soit-il, mais permettez aux autres Burkinabés de vivre et de ne pas les appauvrir. Monsieur le Président, on vous a vu à Lumbila auprès des femmes agricultrices, les accompagner, les soutenir. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour donner davantage d'opportunités de gagner des revenus aux femmes du Burkina qui alimentent la petite économie dans les quartiers, dans les villages? Oui. Très bien. Et ça, c'est l'un des points les plus importants. Et j'ai dit même au ministère de l'Action humanitaire qui s'occupe des questions des femmes de recentrer l'action, au lieu qu'on soit dans l'assistanat, de recentrer l'action sur la création d'emplois et de petites entreprises. Les femmes ont des qualités. Regardez la transformation à petite échelle de nos produits de consommation. Les femmes peuvent le faire très bien. Elles sont beaucoup plus patientes que les hommes. Hein, et elles savent bien faire certaines choses que les hommes. Il faut encourager à ce qu'elles le fassent. Moi, je suis passé à Tenkodogo le 8 mars, j'ai vu les femmes qui ont fait du couscous préfet
qui est bien pour les forces, le savon liquide qu'elles font et tout ça. J'ai donné des instructions pour qu'on paye le savon liquide de toutes ces femmes qui ont été formées et qui se débrouillent pour faire le savon liquide dans nos administrations. Parce que tout ce qui est là, c'est importé, même chez vous, dans vos bureaux. Tous les savons liquides importés, n'est-ce pas? C'est pas normal. Pendant que nos mamans fabriquent ça. Et quand j'ai dit de le faire en temps, on m'a revenu que non, elles n'ont pas de structure formalisée. J'ai dit, je ne veux rien comprendre. Trouvez la formule, c'est leur savon, vous payez. Et vous amenez. Quelle question d'emballage, quoi. Même si moi, vous m'amenez dans mon bureau avec les bidons recyclés des eaux de boisson, là, je vais utiliser. Ce n'est pas grave. En attendant qu'on ait pour qu'on veut le luxe, acceptons nos réalités, transformons ce dont on a besoin et consommons ça. Et on va évoluer au fur et à mesure. Une dame qui peut se transformer le savon à petite échelle, si on l'accompagne en lui donnant des marchés trucs, demain, elle peut avoir une grande entreprise qui produit et qui exporte. Voilà la mentalité qu'il faut qu'on développe. Et donc, j'ai dit au ministère là, de ne plus être là dans l'action humanitaire, l'assistanat, non. Il faut recenser les problèmes des femmes. On a beaucoup de produits qu'on est en train de faire aujourd'hui. On peut transformer, même à petite échelle, et trouver une formule de rassembler. J'ai discuté avec des femmes à Bobo. J'ai dit, par exemple, les produits oléagineux, les femmes peuvent produire l'huile brute par coopérative et trouver des gens qui ont un certain niveau, qui mettent une raffinerie en place. Et leur rôle, c'est de payer les huiles brutes et les raffiner pour donner de l'huile parfaite sur le marché. Il faut qu'on aille vers ça. Mais si on s'assoit, bon, je n'ai pas la capacité de faire l'huile et puis la raffinerie coûte cher, tout le monde n'est pas obligé de faire la raffinerie. Mais on peut organiser pour que... Voilà. Donc dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on est en train de vouloir développer et permettre aux femmes vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'elles savent faire. Donc c'est une politique qui est enclenchée, je crois que vous allez voir les résultats. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus à la presse nationale et internationale. Ce soir, nous allons donc avoir l'opportunité d'interviewer le chef de l'État sur sa vision, les trajectoires de la révolution progressiste populaire, les actions posées au quotidien pour la souveraineté, la liberté et le développement du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici au Palais de Koulouba à Ouagadougou donc pour cette grande interview. Alors, chers téléspectateurs, le format de cet entretien est particulier. Au total, 10 journalistes vont se succéder par vague de 2 pour poser leurs questions au chef de l'État. 5 domaines sont concernés par les échanges. Il s'agit de la sécurité et de la défense, de politique et société, de la diplomatie et de l'AES, de l'économie et du développement, et enfin donc de la géopolitique régionale et internationale. Chaque pool donc de journalistes aura entre 15 et 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État. Mon rôle ce soir est celui de modérateur chargé de la police des débats. Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao Dao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, certains de nos détracteurs vous ramènent régulièrement une phrase, et cette phrase remonte aux premiers instants de votre prise de pouvoir, quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent
jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Donc, il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord, à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'était un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, c'est très important. Dans quelques mois, bien quelques années, on aura ici, nos militaires vont utiliser des armes made in Burkina. Bien sûr. Nous avons la capacité intellectuelle, il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher et voilà. Nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Monsieur le Président, justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes et il faut aussi des hommes, et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine. Les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsque nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis,
Les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider, ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jaugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont, donc ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question 10 ans après, qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. Mais c'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme, elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple. Qu'ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Mais si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pour... Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus à la presse nationale et internationale. Ce soir, nous allons donc avoir l'opportunité d'interviewer le chef de l'État sur sa vision, les trajectoires de la révolution progressiste populaire, les actions posées au quotidien pour la souveraineté, la liberté et le développement du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici au Palais de Koulouba à Ouagadougou donc pour cette grande interview. Alors, chers téléspectateurs, le format de cet entretien est particulier. Au total, 10 journalistes vont se succéder par vague de 2 pour poser leurs questions au chef de l'État. 5 domaines sont concernés par les échanges. Il s'agit de la sécurité et de la défense, de politique et société, de la diplomatie et de l'AES, de l'économie et du développement, et enfin donc de la géopolitique régionale et internationale. Chaque pool donc de journalistes aura entre 15 et 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État. Mon rôle ce soir est celui de modérateur chargé de la police des débats. Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao Dao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, certains de vos détracteurs vous ramènent régulièrement une phrase, et cette phrase remonte aux premiers instants de votre prise de pouvoir, quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense.
Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurions espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Mais il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de les doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord, à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'était un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, c'est très important. Dans quelques mois, bien quelques années, on aura ici, nos militaires vont utiliser des armes made in Burkina. Bien sûr. Nous avons la capacité intellectuelle. Il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher. Et voilà. Nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes.
Et il faut aussi des hommes, et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine, les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsqu'on nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis, les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez, est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider, ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont, donc ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question 10 ans après, qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. Mais c'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendant, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme, elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple. Ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Mais si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent mieux. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut, l'école supérieure militaire, pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes, ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces bataillons qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça, c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu. Vous avez tout à l'heure énuméré un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes rassurés. J'insiste parce qu'il y a l'histoire aussi. C'est l'histoire qui nous conduit. Ces forces impérialistes, elles sont réelles. En 1961, elles ont eu la peau de Patrice Lumumba en RDC. En 1972, elles ont eu la peau de Kwame Nkrumah d'une autre manière. Et puis en 1987, elles ont eu la peau de Thomas Sankara, toujours avec des ennemis internes et parfois avec la complicité de certains voisins. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président, le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de rester en vie pour continuer le combat. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez rassurer toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes d'ici et d'ailleurs qui
commencent à espérer que vous allez rester en vie. Ils manipulent toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que je suis chef d'État et voilà, je confie la sécurité juste à des gens. Non, tout le monde participe, moi-même je participe. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tout le peuple. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes de tenue et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout un ensemble. C'est aussi des comportements, des manières de vivre. Il faut éviter beaucoup de choses que peut-être des erreurs ont été commises dans le passé. Nous avons lu beaucoup sur tous ceux dont l'impérialisme a eu la peau et nous avons appris beaucoup de leçons. Voilà pourquoi on dit on ne laissera pas les choses se répéter. On anticipera, quitte à ce que les gens interprètent comme ils veulent, on va anticiper. Mais parce que nous avons compris le message, l'espoir qu'il y a, on fera tout pour anticiper toujours les actions de l'impérialisme. Monsieur le Président, du regard de la journaliste que je suis, je me dis qu'il y a un encerclement des pays de l'AES. Quand je regarde un peu en Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire à Odiéné, près du Mali et du Burkina. Le Sénégal installe des unités à la frontière avec le Mali, sans oublier également le Bénin qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, Monsieur le Président, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est une logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Vous voyez, l'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois aux couleurs, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Même dernièrement, je pense qu'il y a dans une interview un général américain qui l'a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi j'ai dit on se bat en burkinabé et on se forme en burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former vos soldats. On vous prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'allez pas imaginer. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les birs sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi nous on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former? Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi. Nous sommes dotés de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées, ils trahissent toujours. Ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ça, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien, on fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout. Donc on fait avec. Tout récemment, la CEDEAO a tenu un forum des chefs d'état-major général des armées d'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso n'y étaient pas, mais le Niger, si. On sent un manque de solidarité, vous qui êtes au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non. On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Donc, le Niger peut participer à des rencontres. La confédération, on ne se ferme pas. On fait des ouvertures, on côtoie tout le monde. Nous sommes très panafricanistes. On est vraiment ouvert à l'intégration, à tout ce qu'il y a, mais avec des principes. Alors, exceptionnellement, comme il s'agit de défense et de sécurité, on vous laisse une dernière question.